Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial PMA solo après 40 ans. Je suis Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertile à Barcelona et j'aurai le plaisir de modérer notre échange aujourd'hui. Ce soir, nous allons aborder un sujet important, sensible. Comment envisager un parcours PMA en solo pour devenir maman après 40 ans et quelles sont les différentes techniques disponibles. Je suis très heureuse de vous présenter nos expertes. Émilie Boulet-Luce, consultante cycle menstruel et experte PMA, et le docteur Federica Mofa, directrice médicale de la clinique Fertila Barcelona et gynécologue et spécialiste en PMA. Je vous explique un peu la dynamique de ce webinaire. Nos expertes vont tout d'abord partager leurs connaissances et conseils sur le parcours en solo et les différentes techniques de PMA. Et ensuite, nous passerons à vos questions. En fait, c'est très facile. Vous avez deux sections. Une qui s'appelle chat, que c'est pour interagir entre vous, mais ce n'est pas là que vous devrez poser vos questions. Et une autre qui s'appelle questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à toute confidentialité. Moi, je vais les lire en haute voix, mais elles sont tout à fait anonymes. Je vais lire les questions. Et si les questions elles sont adressées au docteur Mofa, vous devez mettre question adressée au docteur Mofa. Et si la question elle est adressée à Émilie, question adressée à Émilie. Et comme ça, elles pourront répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, donc on est là pour ça, c'est un espace ouvert. Et voilà, je vous invite donc à écouter nos experts et à profiter pleinement de ces temps d'échange. Merci beaucoup. Merci Esther. Merci. Bon, du coup, je prends la parole. Donc, comme l'a dit Esther, moi, je suis consultante en cycle menstruel et experte en PMA et particulièrement en PMA solo et à l'étranger. Donc là, du coup, pour ce live de ce soir, je suis complètement à ma place. Voilà, donc on va déjà laisser le docteur Mofa nous expliquer quelles sont les différentes techniques que l'on peut utiliser pour une PMA solo après 40 ans, qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on est plus jeune. Voilà, du coup, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour aborder le sujet et pour pouvoir discuter. On a parlé juste avant de se connecter du fait que c'est très important la personnalisation. Donc, comme Émilie l'a dit, c'est pas que toutes les techniques sont adaptées à toute patiente. Donc, surtout après les 40 ans, il faut savoir que la qualité ovocytaire est aussi, indépendamment de la réserve ovarienne, elle va diminuer et surtout ce qui augmente, c'est donc le risque d'anomalies chromosomiques, hein. Je tiens peut-être à parler un peu de ça, même si c'est un sujet un peu technique, mais pour comprendre pourquoi le médecin il va vous parler de certains types d'analyses sur les embryons, il faut comprendre la biologie et la biologie de la reproduction naturelle. Euh, donc, avec le temps, avec l'âge, les ovules qui sont déjà dans l'ovaire depuis la naissance, hein, ça c'est quelque chose que c'est fascinant, hein, et en même temps ça explique pourquoi avec les temps qui passent, il y a des erreurs qui s'accumulent à l'intérieur des ovocytes qui sont des cellules, hein. Ce sont des cellules qui ont un noyau des chromosomes, donc tout l'ADN est contenu et qui sert à produire un nouvel individu. Donc, merveilleux, parfait, on est des êtres pratiquement parfaits, sélectionnés par l'évolution. C'est, pardon, ça s'est coupé. Donc, les ovocytes qui sont contenus dans l'ovaire depuis la naissance, à partir d'un certain âge, euh, ont accumulé des erreurs, on pourrait dire. Donc, au moment de la fécondation, ils peuvent se féconder d'une manière correcte et donc donner un embryon viable, ou bien ils peuvent se féconder d'une manière déséquilibrée et donc on peut avoir celles qui sont connues comme trisomie, monosomie, altération, hein, du contenu
génétique. Donc, ce qui fait qu'un embryon qui a un déséquilibre, il a moins de chances déjà de s'implanter, il y a plus de risques de donner une fausse couche et dans certains cas, il a les risques d'anomalies et des syndromes, comme par exemple, le plus connu, c'est le syndrome de Down, qui est une trisomie du chromosome 21. Donc, cette petite explication un peu technique sur la biologie de la reproduction, je pense, est important pour comprendre pourquoi, déjà à partir des 37-38 ans et surtout au-delà des 40, si on veut utiliser ses propres gamètes, on conseille de passer à une fécondation in vitro avec l'application du DPI, du diagnostic implantatoire. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'acronyme anglais qui est PGTA, hein, parce que c'est justement Pre-implantation Genetics des anomalies des chromosomes. Donc, ça, c'est déjà une première information importante sur pourquoi le médecin il va proposer d'emblée ce type de technique. Ça ne veut pas dire que c'est complètement interdit à une patiente de 40 ans d'accéder, par exemple, si elle est en solo, à des inséminations intra-utérines avec sperme du donneur. Mais le taux de réussite de cette technique est très, très faible. Donc, essayer de maximiser ses chances en passant par le parcours de la fécondation in vitro et surtout parce qu'on peut mieux contrôler les embryons. Donc, ça, c'est une première chose. Après, évidemment, on s'adapte au cas par cas. Si une patiente est là aussi, disons, des problèmes d'hormones ou une réserve ovarienne tellement faible qu'on n'arrive pas à compléter une stimulation ovarienne, donc on n'arrive même pas à obtenir des ovocytes pour la fécondation, c'est clair que la patiente, elle va devoir s'ouvrir à l'idée du don ou du double don si elle est un parcours solo. Hein? Donc, c'est-à-dire utiliser les ovocytes donc d'une donneuse qui est plus jeune et donc dont la qualité est très bonne. Donc, du coup, là, à partir de 40 ans, on conseille plutôt de faire directement une FIV avec des pays. Voilà. Ouais. On ne refuse pas de faire des inséminations tout en prévenant que, voilà, ça peut ne pas marcher ou faire une fausse couche derrière. Et sinon, on ouvre au don d'ovocytes ou au don d'embryons. Ou don d'embryon. Peut-être que Exactement. du coup, on peut leur alors on va pas revenir sur l'insémination parce que c'est pas la technique première qu'on va voilà, mais peut-être réexpliquer, une FIV, comment ça se passe en grand et en gros et le DPI, comment ça se passe aussi? Parce que moi, je sais que là, du coup, avec mon parcours, on m'a posé pas mal, de fois la question de, comment ça se passe le DPI? On m'a demandé pourquoi on fait pas le DPI sur des J3, voilà. Donc, je vous laisse du coup vous y répondre, c'est vous le médecin, donc pour le coup là, Voilà. je me Donc, décharge. le parcours de la FIV, évidemment, on se base sur le fait que pour avoir des meilleurs résultats, l'idéal, c'est avoir un certain nombre d'ovocytes hein, au moment du prélèvement. Pour faire ça, on doit forcément stimuler les ovaires à produire un certain nombre de follicules sur le même cycle. Parce que si on ne donne pas des hormones, on va ovuler un seul ovocyte qui arrive à maturation, hein, plus ou moins à la moitié du cycle, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir travailler sur une fécondation. Donc, la patiente, elle va se soumettre à une stimulation ovarienne par des hormones qui s'appellent gonadotrophines. Hein. C'est les mêmes hormones qui sont produites par notre corps, par notre hypophyse. Hein. Aujourd'hui, on a les mêmes hormones par injection, ça s'appelle FSH et LH. Et c'est des piqûres subcutanées. C'est des piqûres subcutanées. Les patientes, la plupart des patientes n'ont pas de problème pour s'injecter le médicament. C'est des aiguilles toutes fines. On essaye toujours
que la stimulation ovarienne ne soit pas trop stressante pour la patiente. C'est médicalisé, mais en même temps, on arrive facilement à se faire toute seule, sans besoin d'aller voir une infirmière ou ça. Donc, normalement, la stimulation ovarienne, elle dure entre 10 et 15 jours. On démarre en début des règles, normalement vers les J2, J3 du cycle, et on fait tout au long de la stimulation ovarienne des contrôles folliculaires. On doit regarder comment les ovaires réagissent. Si effectivement on a une bonne croissance des follicules, la taille des follicules par échographie. Et aussi, on va faire des tests d'hormones pour voir à quel niveau d'estrogène on arrive. Et avec toute l'information, normalement, sur le site de stimulation, entre 2 et 4 contrôles folliculaires sont suffisants pour pouvoir déterminer le jour exact auquel on va prélever les ovocytes au niveau des ovaires. Donc, sur un dernier contrôle folliculaire que vous pouvez faire en France, on n'est pas obligé, nous, on ne demande pas de venir sur place pour faire tous les contrôles. La patiente peut faire ça avec son gynéco et envoyer juste les résultats à Barcelone. Notre équipe d'assistantes et les médecins vont regarder les résultats, vont donner des instructions jusqu'au moment qu'on détermine la date exacte du prélèvement. La patiente va arriver à Barcelone le jour du prélèvement. Ça se fait sous anesthésie, c'est une sédation, ce n'est pas une anesthésie générale. La patiente va dormir 10 minutes, on s'endort et on se réveille tout de suite après. Je vois Émilie qu'elle sourit parce que finalement… Parce que, en fait, pour l'anecdote, donc moi, quand je suis venue faire ma ponction au mois d'août, Esther a filmé pendant toute la ponction. Et en fait, quand j'ai regardé les vidéos après, je me vois réveillée dans la salle de la ponction. Au moment de partir de cette salle, je vois que je suis réveillée, mais je ne m'en souviens pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai vraiment été endormie 10 minutes, quoi. Oui, c'est 10 minutes, mais justement, la sédation, les anesthésistes font un travail merveilleux. Ouais. Donc, on a aussi un oubli, pas simplement qu'on ne ressent pas la douleur, mais on a des médicaments qui nous aident à oublier ce moment, même si on est déjà à moitié réveillé. Donc, oui. Et ça parce que si c'est vrai qu'on techniquement, on pourrait aussi faire la ponction ovarienne avec une anesthésie locale. J'ai travaillé dans des centres, donc on faisait ça sur anesthésie locale. La plupart des patientes peuvent tolérer la ponction sous anesthésie locale, mais c'est vrai que c'est moins agréable. Sincèrement, moi, je préfère que la patiente puisse dormir sans avoir aucune contrainte, aucune douleur. On n'est pas là pour souffrir, ça c'est… Même, non, et moi, c'est ce que j'explique parce que du coup, après ma ponction, j'ai eu beaucoup de questions sur cette anesthésie puisque j'ai posté des vidéos et tout ça, donc forcément, ça a fait réagir. Et en fait, c'est ce que j'explique. En fait, on dort très peu de temps. Moi, c'est bon, je suis peut-être pas le bon exemple, mais moi, après la ponction, je suis rentrée à l'hôtel à pied, quoi. Enfin, j'étais un peu fatiguée, forcément, mais j'aurais pu faire ma vie. Enfin, je faisais ma vie normalement. C'était pas. C'est vraiment, on est endormi. C'est pas une grosse anesthésie générale. C'est ça qu'il faut faire comprendre aussi, quoi. Oui, donc c'est une procédure en hôpital de jour. Donc, on reste chez Fertilab, donc après le réveil, en observation, justement parce que nous, les médecins, on veut voir que la patiente n'ait pas des douleurs, qu'elle n'ait pas des saignements. Mais 1 heure après, maximum 2 heures après la ponction, si tout va bien, la patiente peut rentrer chez elle, à l'hôtel ou dans l'appartement, voilà, où elle va se reposer. C'est vrai que le même jour, on conseille en tout cas d'avoir une vie tranquille, de ne pas aller travailler, de ne pas faire du sport, voilà, tranquille, jusqu'au lendemain matin. Parce que les ovaires, en tout cas, elles sont un peu plus grandes en taille que la normale parce qu'elles ont été stimulées. Et on a aussi ponctionné les follicules, etc. Donc, c'est une situation comme si on avait eu… Parce qu'on a eu une ovulation multiple. Donc, parfois, il y a des patientes qui peuvent ressentir des gènes déjà dans des cycles naturels d'ovulation,
Là, c'est un peu plus concentré parce qu'il y a plusieurs follicules à la fois. Mais c'est vrai qu'il y a des patientes comme Émilie qui ressentent absolument pratiquement rien. Donc, voilà, c'est très subjectif. Et Alors, je voilà. pense que ça Donc, vient du médecin aussi, hein, parce que moi, il y a 4 ans, je serais pas j'ai mis 2 jours à m'en remettre, je pouvais pas marcher pendant 2 jours. Voilà. OK, Je OK. pense qu'il y a aussi, la technique du médecin parce que là, vraiment, j'ai pas du tout eu mal, j'ai pas saigné, j'ai pu marcher juste après. Le lendemain, j'avais aucune douleur. Je suis rentrée chez moi le lendemain, j'ai repris l'avion, une vie Ouais. normale, quoi. Non, non, mais c'est vrai que, ça dépend aussi. Mmh. Évidemment, nous, on rentre avec, l'échographie, vaginale, hein. La patiente dort, on regarde l'écran et on fait ça sous échographie, hein, parce qu'on va ponctionner les follicules qu'on voit à l'échographie, par voie vaginale. Donc il y a forcément une aiguille, même si elle est fine, qui va ponctionner les ovaires, hein. Donc ça dépend un peu comment le médecin, il utilise cette aiguille. Mmh. Ça, c'est Il est pressé ou pas? exactement. Donc, on disait que voilà, après 10-15 jours de stimulation ovarienne, on arrivera au jour du prélèvement d'ovocytes, que ça se passe en hôpital de jour. La patiente, si tout va bien, le lendemain, elle peut déjà rentrer chez elle parce que, et ça c'est important, dans la plupart des cas, et surtout quand on applique du DPI sur les embryons, on ne va pas transférer l'embryon dans l'utérus de la patiente sur les mêmes cycles sur lesquels on fait les prélèvements d'ovocytes et la fécondation. Parce que, justement, c'est un travail qu'on fait sur les embryons et la patiente, elle va éventuellement revenir pour le transfert une fois qu'on a analysé les embryons, une fois qu'on connaît l'état de santé, on peut dire, des embryons. Donc, la culture embryonnaire du moment de la fécondation, ça dure 5-6 jours parce qu'on garde les ovocytes après fécondation dans des incubateurs de nouvelle génération qui ont des caméras qui permettront aux biologistes d'observer le développement des embryons sans devoir toucher aux embryons, sans les perturber. Donc, on les garde un peu comme si c'était voilà, un utérus artificiel dans des conditions les plus proches de la nature possible. Donc, après 5-6 jours, les meilleurs embryons du cycle, ils sont devenus des blastocystes. Là, c'est important et je parle toujours de ça à mes patientes dans les consultations. On ne peut pas savoir à l'avance combien d'ovocytes on aura, combien d'ovocytes se seront fécondés correctement et surtout combien d'embryons ils sont capables de franchir toutes les étapes Mmh. déjà des premières 5-6 jours et arriver au stade de blastocyste, hein. Parce que c'est déjà une sélection naturelle. Ça arrive, voilà, ça arrive aussi dans la nature. Le fait qu'on ne tombe pas enceinte à chaque mois, c'est pas parce que peut-être on a eu des relations, il y a eu une fécondation, mais l'embryon, il s'arrête après 2-3 jours, il n'arrive même pas à s'accrocher. Bah, in vitro, c'est la même chose. Pour comprendre mieux, dans un cycle avec ovocytes de donneuses, hein, donc techniquement avec les meilleurs ovocytes possibles, euh, on s'attend pas plus que la moitié des ovocytes fécondés qui arrivent à blastocyste. C'est déjà une sélection naturelle dans tous les cas, hein. Aussi, dans les cas à meilleur pronostic, on a toujours une certaine perte. Après les 5-6 jours, ceux qui sont devenus blastocystes, on peut les analyser. Comment on fait l'analyse? Un blastocyste, c'est un embryon qui a déjà 200-300 cellules. Il y a toute une partie de cellules dans la partie extérieure de l'embryon qui s'appelle trophectoderme, hein, et donc qui va devenir éventuellement le placenta. Et à l'intérieur de l'embryon, il y a du blastocyste, il y a des cellules qui vont former éventuellement l'embryon. Donc, nous, on va prélever les cellules dans la partie externe, 4-5 cellules, hein, donc en gros, c'est une petite partie qui permet aux biologistes de ne pas faire du dommage à l'embryon, mais avoir un échantillon, hein,
de la génétique de l'embryon. Donc, l'embryon est biopsié, au microscope évidemment, hein. Et là, c'est très important de savoir que les embryons sont dans les mains des biologistes qui, j'aime bien les appeler des embryologues, hein. Ouais. Nos biologistes, c'est des embryologues, c'est donc les médecins des embryons. Nous, les gynécos, on est les médecins de la patiente, on s'occupe de toute la partie d'hormones, etc. Mais c'est les biologistes, les embryologues qui, à l'intérieur du laboratoire, prennent soin de vos petits embryons. Et donc, ils doivent être très délicats, hein, avec des micropipettes. Ils vont prélever 4-5 cellules sans faire dommage à l'embryon, qui est donc congelé, hein, dans l'attente du résultat, parce que les cellules prélevées par la biopsie sont envoyées à un laboratoire de génétique, hein. Aujourd'hui, les techniques aussi d'analyse génétique sont tellement développées que c'est des centres spécialisés qui font que de la génétique, hein. Il y a quelque temps, les centres de fécondation faisaient aussi la partie d'analyse génétique, mais aujourd'hui, il est préférable que des sociétés qui font que la génétique soient capables de faire l'analyse. C'est plus fiable, le résultat, c'est plus rapide, etc. Bah, moi, comme j'aime à dire, c'est chacun son métier. Ben, voilà, exactement, exactement. Voilà. Il faut pas, donc, sur la question pourquoi ne pas faire du J3, c'est parce qu'effectivement, l'analyse au J3, c'est une analyse très obsolète, hein, dans le sens que au J3, les embryons ont entre 6 et 10 cellules, hein. Imaginons un embryon de J3, il a 8 cellules. Si je dois analyser un embryon de J3 et je veux prélever 1 ou 2 cellules pour avoir de l'ADN analysé, déjà, le dommage que je peux faire à l'embryon est beaucoup plus grand, hein. Vous comprenez qu'effectivement, ce n'est pas la même chose que prélever 4-5 cellules sur 300 que 2 cellules sur 8. OK? Donc, l'embryon, il peut être fragilisé par la biopsie beaucoup plus que si on fait au stade de blastocyste. Et en plus, si j'analyse une seule cellule, elle pourrait ne pas être complètement représentative de l'embryon. OK? Donc, l'idée de faire la biopsie à J3, c'était quand on avait encore l'idée que transférer un embryon en frais, c'était mieux que le congeler pour attendre le résultat du blastocyste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'effectivement, le transfert, les techniques de congélation sont super efficaces. On a un taux de survie à la congélation-décongélation qui est très élevé. Donc, on n'a pas peur de congeler les blastocystes. C'est des embryons très résistants. Et en plus, aujourd'hui, on sait aussi que le transfert sur les cycles où la patiente a été très stimulée pour la ponction, c'est un transfert sur un cycle où les hormones sont très, très élevées. Et ce n'est pas l'ambiance naturellement idéale pour l'embryon pour s'accrocher. Donc, il y a au contraire toute une vision complètement différente qui nous amène à dire que c'est mieux faire la biopsie au J5, attendre le résultat et transférer l'embryon éventuellement sur un cycle naturel postérieur. Super. Je pense que c'est tout clair. Du coup, ce n'est pas clair, de toute manière, vous le mettez dans les questions et Esther qui gère ça très bien. Du coup, voilà, donc on imagine, on a fait une FIV, on a eu des embryons, aucun n'est viable. Voilà. Quelles sont les solutions après? Donc, on a dit double don ou don d'embryon. Donc là, je sais qu'on va déjà répondre à des questions qui ont été posées, parce qu'il y a déjà eu des questions surtout là-dessus, en fait. Donc voilà, il y a 2 solutions, double don ou don d'embryon. Donc, je pense que c'est bien de… Exact. Voilà, on est en train de parler surtout du parcours en solo, hein, et donc si j'ai fait ma FIV et
j'ai eu des embryons, mais les embryons ont un résultat du DPI anormal, évidemment, soit dans certains cas, je peux dire, OK, je retente une FIV, etc. Mais voilà, le pronostic, la probabilité, on sait. Mais si on décide que notre parcours de FIV s'arrête, ça s'ouvre la porte au double don, au don d'embryon. Moi, j'aime toujours proposer aux patientes les deux options, mais il y a évidemment des différences entre les deux parcours. OK? Donc, je commencerai peut-être pour le double don parce que c'est peut-être plus facile à comprendre après avoir parlé de FIV, parce que le double don, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire avec la FIV, mais simplement, ce n'est pas nous qui vont faire la stimulation et les prélèvements d'ovocytes, c'est une donneuse. Une donneuse qui est choisie de manière qu'elle soit ciblée sur nos caractéristiques physiques, et qu'elle puisse avoir aussi des caractéristiques qui sont évidemment posées par la loi espagnole. Toutes les donneuses d'office, elles doivent avoir moins que 35 ans et elles doivent passer à travers tous des tests, un peu comme les patientes, mais ils sont encore plus poussés au niveau génétique, les tests qu'on fait aux donneuses, que les tests qu'on fait sur les patientes. Donc, un cycle de double don, c'est un cycle de FIV sur lequel ce sera les ovocytes de la donneuse qui sont fécondés avec le sperme du donneur. L'appariement physique de la donneuse et du donneur, c'est ciblé sur la réceveuse. Et en plus, comme c'est deux donneurs, on va croiser les résultats des tests des porteurs pour les maladies rares, pour éviter d'associer deux donneurs qui soient porteurs d'une même mutation rare. Comme les donneuses et les donneurs sont testés d'office, l'appariement est encore plus facile parce qu'on joue avec les données qu'on a déjà. OK? Et ça veut dire que donc, tous les embryons qui se forment à l'issue du cycle de double don par la fécondation, imaginons que la donneuse, elle va produire une dizaine d'ovocytes, il y en a 7-8 qui se fécondent et on obtient 3-4 blastocystes. Donc, tous les embryons du cycle appartiennent, entre guillemets, à la réceveuse, parce qu'elle est la titulaire d'un cycle complet de fécondation. Et donc, encore une fois, on aura, imaginons, voilà, 3-4 blastocystes. Ils sont conservés individuellement et on peut commencer les procédures de transfert avec toujours un blastocyste à la fois. Donc, et si, ça, c'est important parce que là, évidemment, il s'agit d'embryons qui ont un potentiel élevé. Il y a des patients qui me demandent, surtout quand ils sont passés à travers du DPI sur les FIV, si on va appliquer aussi du DPI sur le cycle de double don. On l'a eu la question, il me semble, dans la boîte à questions, justement. Alors, c'est clair que la raison pour laquelle on avait appliqué du DPI à la patiente, c'est parce qu'on sait qu'elle avait un risque plus élevé à cause de l'âge des ovules. Là, on part du principe que c'est toutes des donneuses qui ont moins que 35 ans, donc ce risque est beaucoup plus faible. Mais le risque n'est jamais zéro. Donc, appliquer ou pas le DPI, dans le cas du double don, c'est plus un choix de la patiente. Il y a des patientes qui ont un parcours compliqué, elles sont passées justement peut-être à travers des fausses couches, elles sont passées à travers un DPI sur ces ovocytes, ils ont vu qu'il y avait une anomalie, elles sont un peu perturbées par le risque des anomalies chromosomiques. Si à la demande de la patiente, on peut appliquer du DPI, même au double don. Après, comme je dis, ce n'est pas une indication directe médicale. C'est-à-dire que… Moi, c'est vrai que quand les filles, elles me demandent, en général, je le conseille pas fortement parce que c'est un coût supplémentaire. Et effectivement, les donneuses sont quand même beaucoup plus jeunes. Le risque n'est pas du tout le même, quoi. Non, il faut partir du principe que si on a par exemple un cycle de double don et on a une donneuse, je ne sais pas, de 28, 29 ans, etc., et qu'on transfère un embryon sans le DPI, on tombe enceinte, on va faire les mêmes tests qu'une femme de 28, 29 ans aurait fait, parce que le risque est là. Le risque est zéro. Non, il est zéro, même pas si on fait de DPI. Donc, dans la nature, il y a quand même, il faut faire toutes les échographies. Moi, j'ai eu des embryons viables au DPI qui ne se sont pas accrochés, qui m'ont fait des fausses couches. Donc, voilà, il n'y a pas de… Même quand on fait le DPI, on est… Voilà,
On ne peut pas se Et donc, garantir à 100%, quoi. encore une fois, sur le double don, on laisse le choix aux patientes. Mmh mh. Après, je ne vais pas dire non. Si une patiente me dit: «Bah, Oui, docteur, moi, je veux quand même du DPI, je veux être tranquille, je suis maman solo, j'ai 49 ans», vous voyez, ça dépend mmh, aussi du temps, que la on a patiente a devant elle. Je ne peux pas me permettre, une fausse couche et interrompre une grossesse. Voilà, il y a plusieurs facteurs, mais oui, il y en ça a que ça rassure, hein. Moi, j'ai une amie, qui est en couple hétéro. Ils sont quand même passés par un don d'ovocytes. Ils ont voulu faire le DPI parce que, bah, ça les rassure de faire le DPI et de pas faire des transferts sans savoir. Voilà, ça, c'est très personnel aussi, hein. c'est très personnel, Mmh exactement. mh, mmh. Et donc si par contre on passe à l'adoption d'embryons, c'est, un concept différent parce que, ça veut dire que nous, on va rechercher, dans la banque des embryons qui existent déjà. Mmh. Donc on va pas, en principe, faire un nouveau cycle. On va, apparier un embryon qui a déjà été laissé, à la banque, à l'issue des cycles qui ont été complétés, probablement avec des bons résultats. Il y a des embryons surnuméraires. Les patients titulaires, du cycle de fécondation qui s'est déjà soldé par une naissance décident peut-être de laisser les embryons à la banque. Mmh. Donc, il faut aussi dire que, selon la loi espagnole, l'origine de l'ovule, même pour le don d'embryon, doit être à partir d'un ovocyte d'il y a moins de 35 ans, hein. Donc, la plupart des embryons que nous, on retrouve dans la banque des embryons, ils proviennent à la fois des cycles de don d'ovocytes. Mais le sperme, il pourrait être le sperme, du couple, Mmh hein. mh, Donc, mmh mh. on n'a pas la garantie qu'un embryon de la banque, ça provient des 2 donneurs. Ça, c'est important à savoir, hein. Donc les différences et donc, peut-être il n'y a pas l'appariement génétique, dont j'ai parlé quand je parlais du double don, hein. Parce que si d'un côté, j'ai une donneuse et de l'autre côté, j'ai un patient, hein, il a quand même été testé pour, le karyotype et cetera, mais parfois, on n'a pas l'appariement génétique, Mmh mh, hein. mmh. Donc, c'est plus, des embryons qui sont, comme je disais, heu, normalement, c'est issu des cycles qui ont donné un bon résultat, hein. Parce que si Oui, les c'est des patients patients qui, en fait, ont eu des bébés, un ou 2 ou 3 bébés et qui, du coup, n'en veulent plus et disent: «Bah, voilà, moi, je laisse mes embryons, à d'autres femmes, couples», voilà. exact, exactement. Et en même temps, donc la plupart des fois, c'est les embryons surnuméraires. Donc Oui. c'est, probablement pas les premières embryons du cycle qui ont déjà été transférés Mmh mh, chez la patiente, à l'origine. OK? Donc si on parle des résultats, effectivement, si on compare, le taux d'implantation d'un embryon de la banque par rapport à le taux d'implantation d'un embryon qui provient du double don, statistiquement, c'est un peu moins parce que, sur le double don, on aura toutes les embryons du cycle disponibles. Mmh. mmh. Donc ça, il faut le savoir. Ça reste quand même des résultats très intéressants. On a aussi un programme sur, l'adoption d'embryons, avec des garanties de réussite, hein. Je pense que quand on s'oriente, à l'adoption d'embryons, c'est aussi, vu la spécificité de ce programme, c'est pas mal de rentrer dans un programme de garantie de grossesse-accouchement, hein, qu'on a, sur, 3 tentatives, de transfert avec, remboursement en cas, d'échec, hein. Ça, c'est aussi ça existe comme stratégie, hein. Mmh. Après, chaque cycle est toujours, un cycle en soi-même, mais la garantie, ça nous permettra d'avoir un parachute, s'il y a des échecs. Mmh. Si vous le souhaitez, je peux passer maintenant aux questions qu'on nous a posées pour avoir un peu le temps de répondre. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais commencer à les lire. Donc, question au médecin. Que faire pour booster sa fertilité après 40 ans? Waouh! Je veux gagner le prix Nobel si je trouve la réponse, mais je peux non, alors c'était, c'est difficile. Un peu si on a écouté ce que je
venais de dire par rapport à la qualité ovocytaire et pourquoi on a voilà, une accumulation, surtout au niveau de la génétique. Si un ovocyte a déjà des erreurs au niveau de la génétique, on ne peut pas le réparer. Donc, c'est très difficile de donner voilà, des médicaments ou quelque chose pour revenir en arrière sur l'horloge biologique. Ça, c'est très compliqué. C'est vrai que de plus en plus, on utilise des antioxydants, on utilise par exemple des compléments alimentaires comme le coenzyme Q10, les oméga 3, donc la vitamine D. Donc, c'est très important de évidemment éviter le tabac. Il y a aussi des choses qu'il faut éviter. Donc, il y a des patientes qui peut-être sont des fortes fumeuses et qui me demandent qu'est-ce qu'elles peuvent prendre pour améliorer leur qualité ovocytaire quand, évidemment, la première chose est éviter de créer du dommage à nos cellules. Hein. Donc, c'est important d'avoir une vie saine, c'est important de prendre des compléments, mais malheureusement, ça n'existe pas les traitements miraculeux pour booster la fertilité. Hein. Pour autant qu'on a une vie saine, on dort bien aussi, mais ça, c'est tout au long de notre vie. C'est une hygiène de vie, en fait, qu'il faut avoir, voilà. Voilà. Et donc, je conseille toujours de faire ça. C'est beau à dire, on ne doit pas trop stresser, on doit peut-être voilà, faire un peu de sport, manger bien, éviter alcool, tabac, pas trop de café. Bon, après, C'est une hygiène de vie saine, mais voilà, il n'y a pas de médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments, mais c'est vrai que des patientes qui rentrent dans il y a aujourd'hui aussi des programmes par des coachs de nutritionnistes qui peuvent un peu nous accompagner sur ça. Euh, Ce que je trouve, c'est que peut-être ça peut aussi, ne fût-ce qu'un tout petit peu, augmenter la sensibilité à la stimulation et donc peut-être avoir une meilleure réponse en termes de nombre d'ovocytes qu'on va produire. Donc, les taux d'hormones qui sont bien, peut-être avoir une régularité menstruelle. Voilà. Tout est toujours une petite goutte qui peut se rajouter pour la réussite finale. Tout ça, c'est ce que je présente dans mon festival fertilité. C'est l'accompagnement en parallèle du protocole médical, parce que le protocole médical, c'est toujours la première chose. Et en parallèle, on peut voilà, s'accompagner pour bien manger et avoir une vie. En fait, c'est ça, c'est des accompagnements pour avoir une vie saine, équilibrée et qui, du coup, vont améliorer certaines choses. Voilà. Et pas négligeable aussi dans le parcours, Émilie voilà, l'a dit très bien, c'est aussi l'impact qu'on a, parce que c'est stressant le moment, il faut voyager et tout ça et donc se faire accompagner, ça aide, en tout cas à vivre une expérience, que soit le plus agréable Plus possible, sereine. même si c'est médicalisé. Mmh, mmh, Ouais. mmh, mmh. Merci. Donc, on passe à la suivante question. Lorsque la PMA est faite avec donneuse de dons d'ovocytes, y a-t-il besoin d'un DPI? Merci. On a répondu à ça. On On a a déjà déjà répondu. Super. Donc, bonjour. Est-ce que le taux de réussite est le même entre le double don et l'adoption d'embryons? On l'a répondu aussi. Est-ce que, super. Est-ce que les embryons proposés à l'adoption sont testés au DPI? Est-ce qu'ils sont issus d'un couple jeune où l'âge n'est pas pris en compte? Merci. OK, donc je réponds à la question des pays. La plupart des embryons, quasi tous les embryons qui sont dans la banque n'ont pas du DPI déjà associé, hein, parce qu'ils sont issus, la plupart des cycles de bon pronostic, des cycles avec donneuse, comme on a dit, et donc il y en a très peu des embryons qui sont dans la banque et qui ont déjà du DPI, quoique effectivement, on a aussi un programme de garantie sur des embryons de la banque avec déjà aussi le résultat des pays. Mais la plupart, si on va chercher
des embryons dans la banque qu'on trouvera qu'ils n'ont pas le DPI associé. Et ils sont aussi d'un couple jeune. Mais par défaut, j'ai dit que la limite d'âge pour l'origine de l'ovule est toujours 35, même en adoption d'embryon. Soit c'est un couple jeune, soit c'est un cycle de don. Donc, d'office, l'ovocyte provient d'une patiente de moins de 35 ans. Et l'âge masculine, quand même, elle peut arriver jusqu'à 50. Parce que ça, c'est la loi espagnole sur les limites d'âge pour les donneurs de sperme. Nous, à Fertilab, on a une banque de sperme limitée à 40. Mais si l'embryon provient, par exemple, d'un couple, l'âge de la femme doit être inférieur à 35, mais l'âge de l'homme, il peut arriver jusqu'à 50 dans le don d'embryon. Merci. Quel est l'âge limite de prise en charge des patientes? Chez Fertilab, 50. Hein, parce qu'après, évidemment, les risques liés aussi à la grossesse, indépendamment de la question ovocytaire et tout ça, augmentent. En Espagne, il n'y a pas une limite qui est posée par la loi. Hein. Ça, il faut savoir, il faut que les patientes sachent ça. Mais disons que la plupart des centres qui travaillent donc, sur des protocoles de sécurité hein, pour la santé des patientes, on limite ça à 50 pour l'acceptation et l'ouverture du dossier. Après, ça nous arrive, parfois j'ai eu des patientes qui étaient en super bonne santé, qui ont eu un premier enfant à 50 et elles ont encore un embryon congelé. On fait des exceptions, mais ce sont vraiment des dossiers qu'on discute avec l'équipe médicale, qu'on demande plusieurs analyses. On demande toujours d'aller voir un cardiologue. Voilà, donc c'est des cas limites. Mais pour l'ouverture du dossier, c'est 50. Merci, docteur. Combien de temps au maximum peut-on garder les embryons avant le transfert? Congelés, techniquement indéfini. Hein. Je me souviens que j'avais transféré un embryon après plus de 10 ans de congélation. Donc, techniquement, parce qu'ils sont conservés dans l'azote liquide. Hein. Donc, je dirais que c'est la limite, c'est l'âge de la patiente. Hein. Donc, je ne vais pas transférer au-delà de 50 ans, comme on a dit. Et donc, mais techniquement, ils peuvent être conservés, voilà, en défini. Merci, docteur. Combien de FIV réalisez-vous au maximum après 40 ans sur une patiente? Alors moi, là, j'introduis un peu le concept de la personnalisation. C'est pas que je dois poser une limite d'un nombre d'essais. Hein. Ça dépendra aussi de ce qui est raisonnable hein, par rapport à la réponse et aux résultats qu'on a. Je me souviens de quelques patientes qui avaient une réponse relativement faible et donc on a peut-être fait plusieurs cycles un après l'autre et on arrive à faire même 4, 5, 6 ponctions. Après, si ça ne fonctionne pas, c'est aussi se poser la question avec la patiente, est-ce qu'on continue sur cette technique ou il vaut mieux changer hein? Ce n'est pas un problème de nombre de stimulations des ponctions, parce que finalement, si on fait ça en sécurité, avec tous les contrôles et tout ça, on n'a pas peur de faire plusieurs stimulations et ponctions. Mais c'est surtout de se demander, est-ce que ça a du sens continuer sur cette voie ou il vaut mieux changer des stratégies. Voilà. Merci. Donc, vitrifier les ovocytes puis décongeler pour fécondation blastocyste puis de nouveau congeler au stade de blastocyste ne pose donc pas de problème de congélation. Oui, deux congélations. En réalité, c'est deux congélations très différentes. Hein. La congélation d'ovocytes, la vitrification d'ovocytes, peut-être une patiente qui a décidé de préserver sa fertilité et donc elle a congelé les ovocytes avant fécondation. Il y a une fois que les ovocytes sont décongelés et qu'ils sont fécondés, c'est comme
s'ils n'avaient pas été congelés, c'est-à-dire que s'ils vont franchir l'étape de la décongélation et ils vont commencer le développement embryonnaire, ils n'ont pas la mémoire d'avoir été congelés comme ovocytes. Ok. Donc, le risque lié à la vitrification des blastocystes, c'est comme si c'était au départ des ovocytes frais. Il y a deux étapes. D'accord, merci. Du coup, le transfert après DPI se fait sur le cycle suivant? Oui, ou sur un cycle postérieur. Ça peut être le cycle suivant immédiatement la ponction, ou parfois, ça dépend aussi si les résultats arrivent à temps, hein, parce que les résultats du DPI, ça prend 2 semaines ou parfois 3 semaines. Donc, il faut voir si on est réglé quelques jours, une semaine après la ponction. Parfois, il faut attendre le cycle d'après. Ça dépend si la patiente elle va parfaitement bien ou c'est là quelques soucis après la ponction. Mais techniquement, si on veut, on peut le transférer dans le cycle suivant ou sinon la patiente, elle peut attendre quelques mois. Les embryons congelés, ils nous attendent tout le temps, hein. Merci, docteur. Si un double don, on n'obtient pas d'embryon transférable, que se passe-t-il? Ah, là, c'est un problème pour Fertilab parce que ne pas avoir d'embryon viable sur double don, c'est un cas, ça peut arriver parce que je dis, on travaille avec du matériel biologique, on ne travaille pas avec l'intelligence artificielle, et c'est de la vraie vie. Et donc, ça peut arriver exceptionnellement d'avoir des cycles de double-don avec un très mauvais résultat. Et on va analyser la chose, surtout au laboratoire. On va analyser toujours tous les variables en jeu, mais parfois, on n'a pas de réponse. Mais évidemment, ça ne va pas retomber sur la patiente. La patiente, il ne peut rien. Donc, nous, on travaille avec des garanties soit des blastocystes ou des garanties de grossesse. Donc, s'il y a un cycle très malheureux, on prend sur nous. On refait avec d'autres donneurs. Merci, docteur. Pouvez-vous parler de la double stimulation? Oui, ça c'est une question intéressante. Donc, la double stimulation, c'est un protocole qui a été proposé déjà depuis une dizaine d'années par des groupes japonais et puis finalement aussi, pardon, chinois, non japonais, et italien. Et il s'agit d'enchaîner 2 stimulations, une après l'autre, hein, et donc de redémarrer une deuxième stimulation 4-5 jours après la ponction, hein. Donc, on n'attend pas les règles, on n'attend pas un nouveau cycle pour stimuler à nouveau les ovaires. Ça s'applique normalement quand une patiente a une faible réserve ou c'est une mauvaise répondeuse et donc on veut accumuler plus d'ovocytes pour féconder et avoir plus de chances, par exemple, d'avoir plus de blastocystes pour l'analyse du DPI. Donc, c'est 2 stimulations rapprochées, dont la deuxième démarre tout de suite après la première ponction. Merci, docteur. Comment se fait le choix d'une donneuse? Est-ce que la patiente a mot à dire pour le choix d'une donneuse? Alors, la loi espagnole est très bien faite, je trouve, et en même temps, elle a voilà, ses limites. Du moment que le don d'ovocytes est complètement anonyme, nous, on ne peut pas permettre aux patientes de rentrer dans la sélection de la donneuse et de pouvoir choisir sur un book ou de donner plusieurs options que la patiente choisisse, hein. Tout ça, ça se fait, par exemple, dans des pays où, comme donc c'est très libéralisé, il n'y a pas d'anonymat ou quand même il y a la possibilité de montrer les photos. Aux États-Unis, moi j'ai travaillé aux États-Unis au début des années 2000 et voilà, c'est un autre monde, hein, ok. En Espagne, le choix de la donneuse sur l'appariement doit être ciblé sur les caractéristiques de la receveuse. Donc, nous, on demande les caractéristiques, on demande des photos de la receveuse
Et dans les dossiers, nous, on a les photos des donneuses. Donc, nous, on fait ce type d'appareillement ciblé sur le caractéristique physique. Mais la receveuse, elle ne peut pas rentrer dans le processus d'appareillement, hein. On peut demander à la patiente, par exemple, moi je demande toujours, par exemple, sur certaines caractéristiques, par exemple, Émilie, elle a des yeux bleus très beaux. J'imagine que pour elle, c'est la caractéristique très importante à cibler. Après, peut-être la couleur de cheveux, c'est pas tellement important. Je lance, hein, je dis des choses que. Mais voilà, donc c'est important à savoir qu'il n'y a pas des clones des personnes, hein, donc ça n'existe pas des sosias, mais les ressemblances peuvent être très, très, très bonnes et on va se concentrer sur les caractéristiques que la patiente elle-même, elle voit comme très, très importantes pour l'identification et la personnalisation. Merci, docteur. Euh, Lorsqu'on obtient des embryons à double don, est-ce que la clinique nous informe de la qualité des embryons obtenus? Je parle en dehors du DPI. Est-ce que selon le développement de l'embryon, vous pouvez indiquer la qualité? Alors, évidemment, au laboratoire, les biologistes, ils travaillent, et aujourd'hui encore plus avec l'intelligence artificielle, avec des méthodes de classification. OK? Je sais qu'aujourd'hui, dans les réseaux, on est obsédé par la qualité des embryons, que tout le monde est biologiste et embryologue. Il faut savoir que donc, c'est clair qu'on doit classifier les embryons par rapport à certains paramètres, hein. Donc, les patientes, elles savent qu'il y a une classification qui part du principe de savoir si l'embryon a un certain degré d'expansion, quelle est la qualité des cellules du trophectoderme, quelle est la qualité des cellules à l'intérieur de la masse cellulaire. Mais c'est des classifications qui sont faites par des experts qui vont donner forcément un score, hein, mais aujourd'hui, moi j'ai eu des patientes qui arrivaient à vouloir refuser des embryons qui n'étaient pas de classe AA quand on a des embryons des classes qui vont donner des bébés magnifiques, hein. Moi, je fais toujours la blague. Probablement, j'étais un blastocyste qui n'était pas tellement beau, j'en sais rien, mais finalement, le résultat final, ça va donner un individu. Donc, c'est pour revenir à la question de la qualité. Quand les patientes demandent la qualité, on n'a rien à cacher. Évidemment, on va donner la qualité que a été donnée de la part des biologistes qui ont classifié. La qualité, ça sert surtout pour nous, pour donner une priorité au moment du transfert, OK? Pour décider quel est le premier embryon qui va être transféré dans l'utérus. Mais parfois, on transfère le premier qui est classifié comme la meilleure qualité du groupe, mais finalement, l'enfant arrive au troisième transfert sur l'embryon qui était classifié comme pas le meilleur en termes de qualité morphologique. Parce que la morphologie, c'est pas tout. Parfois, on voit quand on fait du DPI, on a parfois l'embryon normal, il n'est pas le plus beau. Donc, c'est un peu simple de réduire tout à des lettres, hein, A, B, C, quand c'est beaucoup plus complexe. On le voit aussi avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des systèmes qui vont donner eux aussi la priorité avec des classifications complètement différentes de celles qu'on utilise classiquement. Et parfois, ça ne coïncide pas. La machine, elle dit, bah non, le meilleur embryon, ce n'est pas celui que le biologiste a classifié comme de classe A. Donc, je conseille toujours aux patients de ne pas faire une fixation sur la qualité et être obsédé, en sachant que nos biologistes, ils sont très sélectifs. Donc, si un embryon est congelé, ça veut dire que le biologiste considère qu'il a un très bon potentiel d'implantation. Oui. Moi, pour raconter un peu l'expérience, j'ai été coordinatrice pendant 4 ans à Fertilab et j'ai été la coordinatrice de beaucoup de femmes et beaucoup de couples. Il y avait une patiente qui a fait aussi un double don. Les 3 premiers transferts n'ont malheureusement pas fonctionné.
c'est elle a eu 5 blastocysts, elle avait eu. Bah, tous les autres 4, bah, ils n'ont pas appris. Et le 5e qui restait, il était de qualité CC. Enfin, elle avait surtout pas de l'espoir. Et là, il y a le magnifique Théo qui a maintenant 5 ans, dont je suis la marraine. Et il était de qualité CC. Et ça a marché d'un coup. Donc, je le dis toujours parce que c'est vrai, si, comme le docteur Monfort dit, s'ils ont été vitrifiés, parce que ça peut donner lieu à une grossesse, effectivement. Donc, je vais lire la dernière question parce qu'il est déjà presque 20 heures. Il y aura des questions qui n'ont pas été répondues, malheureusement, parce qu'il y en a plein de questions. De toute façon, n'hésitez pas de nous les poser à france@fertilab.org. On va les répondre. On va vous programmer un rendez-vous avec l'une de nos gynécologues si vous n'êtes pas encore patiente. Et sinon, on peut vous reprogrammer un rendez-vous d'une petite demi-heure, un appel avec les docteurs. N'hésitez pas s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Je passe à la dernière. Je vois 3 qui ont déjà été répondues pendant votre conversation. La régularité mensuelle participe au bon fonctionnement du processus. Le transfert avec un cycle naturel fonctionne mieux. Quelle est la différence avec un cycle artificiel au niveau des traitements et d'examens à faire? Ok. Je pense que la patiente, elle parle du cycle de transfert embryonnaire. C'est clair que si la patiente a un cycle régulier, nous, on préfère, parce qu'aussi on a des données très consistantes sur le fait que transférer un embryon sur cycle naturel, que ce soit un embryon issu d'une FIV ou d'un don, c'est toujours mieux parce que la nature, comme toujours, si elle peut, elle les choses bien. Donc, si on a des cycles réguliers, on préfère faire le suivi d'un cycle naturel de la patiente et synchroniser le transfert sur le cycle naturel. C'est clair que le cycle artificiel, parfois, il y a des situations dans lesquelles il faut absolument appliquer le cycle artificiel. Et ce serait quand voilà, la patiente a des cycles très irréguliers ou parfois quand la patiente est ménopausée. Parce qu'on peut faire un transfert d'embryon, même si la patiente est ménopausée, grâce au fait qu'on applique des cycles artificiels, on donne des hormones, on donne un traitement de substitution qui va reproduire donc les phases du cycle, même chez les patientes qui, à la base, n'ont plus de production hormonelle. Donc, le cycle artificiel, c'est une très bonne alternative quand on ne peut pas appliquer le cycle naturel. Oui, on a aussi le cas de celles qui n'arrivent pas à avoir un endomètre assez développé en cycle naturel. Exactement. Aussi, donc pour booster un peu, parfois on fait des choses mixtes, parfois on fait aussi un cycle naturel et on rajoute un peu d'estrogène. Donc tout ça pour arriver dans des conditions idéales au moment du transfert. Merci beaucoup. Un grand merci à Émilie pour l'organisation de ce webinaire. Un grand merci au docteur Monfort et à Émilie pour toutes les questions et réponses. Donc, comme Émilie vient de dire aussi sur le chat, c'est que vous pouvez poser aussi les questions dans son compte Instagram, Amy-du-bas au féminin. Vous dire que ce webinaire est en train d'être enregistré et il va vous être envoyé, le replay va vous être envoyé par Livestorm, mais aussi on le postera sur nos réseaux, sur nos comptes Instagram et sur notre chaîne YouTube. Donc, de toute façon, voilà, s'il y a des questions qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas de contacter Émilie et de nous contacter à nous. Esther, peut-être c'est bien de partager le fait qu'il y aura une journée à Lyon. Tout à fait. Excusez-moi, on a oublié, on l'a laissé pour la fin. En fait, nous avons organisé une super journée informative à Lyon pour samedi 4 octobre avec Émilie et avec le docteur Fulvia Mantini, Clara Gradoli, la responsable des coordinatrices, et peut-être moi-même, ou Myriam, une autre coordinatrice. Et il reste encore quelques places disponibles. Donc, n'hésitez pas de venir nous rencontrer. Ça sera une journée super intéressante et riche à l'information, à l'émotion. C'est super de se voir en vrai. Donc, vous êtes invités et c'est vraiment intéressant et gratuit, bien sûr. Pour les patientes qui n'ont jamais eu de rendez-vous. C'est ça. Important de savoir que cet événement est fait exclusivement pour les patientes qui n'ont pas encore fait un premier rendez-vous à Fertilab.
Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne Merci, bonne soirée. soirée. À Salut. bientôt. Au Au revoir. revoir.